Bonsoir. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée de m'avoir offert l'occasion de parler d'un trouble 10 dont on parle un petit peu moins que la dyslexie. J'ai beaucoup travaillé sur la dyslexie, je le fais encore, mais j'ai découvert un peu plus tardivement la dysphasie, qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais qu'on appelle plutôt trouble neurodéveloppemental du langage oral, ajoute-t-on la plupart du temps. Alors, je conduis mes recherches actuellement au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et bien sûr, pas toute seule, avec beaucoup d'étudiants et des personnes en collaboration dans d'autres universités. Pour définir rapidement de quoi il s'agit, lorsque l'on parle d'enfants que l'on continue à appeler dysphasiques entre nous, il s'agit d'enfants qui, en dehors d'une déficience intellectuelle, ont des difficultés majeures à s'exprimer avec le langage de manière compréhensible, que ce soit auprès de leurs enseignants, de leurs petits copains ou de la famille. Voilà. Ces problèmes en expression se doublent parfois, pas systématiquement, mais parfois, de difficultés en réception, c'est-à-dire lorsque ces enfants doivent comprendre le langage parlé par autrui. Là encore, qu'il s'agisse de personnes très proches comme les parents ou de quelqu'un qui parle à la télévision. Alors, ces enfants, on pourrait se dire, ils ont du mal à communiquer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de communiquer ou parce que ça leur fait peur. Alors, bien sûr, les professionnels qui établissent le diagnostic prennent soin de vérifier que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas vécu un traumatisme psychologique, par exemple, pouvant expliquer cette difficulté. Et il s'agit d'enfants, on le voit au quotidien, qui aiment s'exprimer et qui expriment leurs sentiments, leurs idées, par d'autres moyens que le langage, comme on le voit avec ce petit enfant ici qui exprime son amour. Ce sont des enfants qui ont une appétence pour la communication. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser le langage pour le faire, ça devient vraiment très difficile pour eux, à cause de deux types de problèmes, essentiellement en grammaire et en phonologie, c'est-à-dire en représentation des sons du langage. Alors, pour préparer cette intervention, je me suis demandé ce qu'étaient réellement les objectifs des chercheurs lorsqu'ils s'intéressent particulièrement aux enfants porteurs de ce handicap invisible. Tout d'abord, clarifier de quoi il s'agit. C'est beaucoup moins connu que la dyslexie, donc il convient d'expliquer, de faire connaître, tout comme mon collègue tout à l'heure pour la dyscalculie, de quoi il s'agit. Et puis, par là même, apporter des preuves objectives de l'existence des déficits, c'est-à-dire ne pas laisser les gens croire que ces enfants se plaignent de quelque chose qui est un petit peu imaginaire. Trouver des preuves objectives de leurs réelles difficultés et les quantifier. Pour cela, on essaye de construire des tests qui permettent d'établir des mesures du degré de difficulté, mais qui permettent aussi, et c'est là l'aspect optimiste qui ressort, évaluer les progrès de ces enfants lorsqu'ils vont être pris en soin et lorsqu'ils vont s'améliorer. Ces tests permettent aussi, et ça c'est crucial dans le domaine de la recherche en neurosciences et en neuropsychologie, de faire la distinction entre le trouble sur lequel on est focalisé et d'autres pathologies qui ressemblent, mais qu'il faut impérativement discriminer pour ne pas confondre les réponses à apporter. Et puis, voilà, en recherche, on essaye de trouver quelle est l'origine des difficultés. Et ici, c'est des mécanismes cognitifs qui fonctionnent différemment, que l'on va essayer de décrire. On les décrit comme atypiques aujourd'hui. On parle moins de déficit que de fonctionnement atypique. Et puis, évidemment, on va être très rapidement tenté d'essayer d'apporter notre aide. Et pour cela, on va essayer d'apporter des moyens, de créer des dispositifs, par exemple, qui vont permettre d'aider ces enfants, adolescents ou adultes, de mieux comprendre la parole, de la produire de manière plus claire, d'acquérir des règles de grammaire, mais aussi de lire, parce que les personnes dysphasiques évoluent très souvent vers une dyslexie. Donc voilà, la question de la lecture se pose aussi.
Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a souvent des associations entre les troubles 10 et les troubles de l'attention, à des degrés divers, mais ces enfants ont très souvent besoin d'une aide pour se concentrer. Et puis, comme on est chercheur, on essaye de proposer des aides qui ne soient pas simplement le fruit de notre imagination ou de notre bienveillance vis-à-vis des enfants que l'on voit, mais qui soient des aides dont on évalue l'influence de manière objective. Voilà. Ne pas vendre du rêve, quoi. Voilà, en gros. Alors, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de travailler de plus en plus avec le terrain, c'est-à-dire les professionnels de santé, les parents, les enfants eux-mêmes, et de partir des plaintes concrètes pour essayer d'orienter nos recherches en tenant compte de ces demandes du terrain. Par exemple, une plainte fréquente des personnes dysphasiques, c'est qu'elles disent avoir l'impression que tout le monde parle trop vite, ou que lorsque les gens parlent vite, ça devient particulièrement difficile pour elles. On a voulu, et je voudrais vous montrer un exemple de recherche qui a voulu faire ça, essayer de montrer que c'est objectivement vrai. Les personnes qui sont dysphasiques ont réellement plus de difficultés que les autres lorsqu'elles sont en présence de personnes qui parlent trop vite. Pour cela, je vous résume l'expérience qu'on a faite. On a enregistré de la parole humaine des phrases qui étaient produites à 3 vitesses différentes. Un rythme normal, une vitesse accélérée, en enregistrant des personnes qui ont l'habitude de parler très vite, et puis un 3e type de vitesse dont je parlerai dans un instant. On a fait entendre à des enfants dysphasiques et à des enfants qui ne le sont pas ces phrases, une à une, et à chaque fois, ils devaient décider si la phrase avait un sens compréhensible, si elle était correcte du point de vue du sens, puisque ces enfants se plaignent de ne pas comprendre lorsque ça va trop vite. Il fallait demander ce genre de choses. Alors voilà ce que l'on a observé en regardant les résultats. Alors, je suis désolée, ça s'est décalé dans la projection, mais si vous regardez les 2 barres ici, elles représentent la sensibilité des enfants aux erreurs de sens dans les phrases qui leur sont présentées. Les enfants dysphasiques ont une moins bonne capacité à détecter les phrases qui comportent des fautes de sens, des erreurs sémantiques, que les enfants non dysphasiques. Mais cette différence, lorsqu'on leur propose des phrases à un rythme, produites à un rythme relativement lent, cette différence n'est pas statistiquement significative. Elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas significative, ce qui veut dire qu'il y a une grande variabilité entre les individus qui fait que finalement, le déficit n'est pas vraiment là. Par contre, lorsque l'on fait entendre des phrases du même type à une vitesse accélérée et que l'on passe de 6 syllabes secondes à 8 syllabes secondes, là, on a une différence qui, vous le voyez avec la petite étoile ici, devient significative. Elle se creuse et elle devient beaucoup plus générale pour chacun des enfants dysphasiques testés. Alors je vous disais qu'on essaye de comprendre d'où vient le trouble. Ici, on peut se demander ce qui gêne les enfants dysphasiques dans la parole qui va trop vite. Est-ce que c'est la brièveté des sons, des voyelles, des consonnes, ou bien est-ce que c'est le fait que les personnes qui parlent vite omettent certains sons et produisent en fait une parole dégradée? Ça, c'est un fait établi. Qu'est-ce qui les gêne? Alors pour le savoir, désolé, c'est vraiment, la présentation est tronquée, mais pour le savoir, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'enregistrement de la parole lente, la compresser de manière homogène, de façon artificielle, et la présenter avec un rythme de 8 syllabes secondes alors qu'elle avait été proposée à 6 syllabes secondes. En ce cas, le seul obstacle, c'est la brièveté des unités de parole, la brièveté des voyelles et des consonnes. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que les enfants dysphasiques restent perturbés et restent en grande difficulté pour comprendre le sens des phrases qui sont rapides, mais qui contiennent quand même toute l'information, alors que, vous voyez, en jaune orangé, les enfants qui ne sont pas dysphasiques ne sont pas en difficulté avec ces phrases qui vont trop vite, dans lesquelles les sons sont très brefs, mais qui contiennent toute l'information. On voit donc 2 choses ici. Tout d'abord, oui, c'est très bien de dire aux enseignants qu'il est important de parler avec un débit de parole un petit peu plus lent lorsque les enseignants
ont dans leur classe des enfants qui sont dysphasiques, mais aussi des enfants qui sont dyslexiques. Très souvent, ça les aide beaucoup. Ça coûte pas cher et il suffit de le savoir. Voilà. Et puis l'autre chose, eh bien, c'est qu'on arrive à préciser ce qui, dans la rapidité de la parole, est vraiment gênant pour les enfants dysphasiques. Vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. Le deuxième point que je voulais aborder dans les recherches ici, c'est notre volonté de distinguer la dysphasie d'un autre trouble qui peut lui ressembler parfois superficiellement, c'est le trouble du spectre autistique. Parce que dans les deux cas, il y a très souvent des déficits de grammaire. Mais est-ce que ce sont les mêmes difficultés de grammaire? Alors pour le savoir, on a construit un petit test un petit peu amusant qui consiste à fabriquer des nouveaux mots composés et on demande aux patients de proposer une définition de ces nouveaux mots. Je vais vous mettre à contribution en vous demandant ce qu'est, à votre avis, une souris girafe. Alors, vous pouvez réfléchir, ça n'existe pas, hein, c'est une invention. Alors on proposait des tas de mots composés comme ça, et la réponse qui arrive le plus souvent, y compris chez des enfants très jeunes, de l'école maternelle, hein, c'est une souris qui a un grand cou, ou c'est une souris qui est jaune avec des taches. Voilà. Alors les enfants qui répondent de cette manière sont des enfants qui ont compris de manière implicite une règle de la grammaire qui relève plus précisément de la morphologie lexicale, une règle qu'on n'enseigne pas à l'école mais qu'on apprend implicitement en pratiquant notre langue maternelle. Cette règle, elle dit en français que dans un mot composé, c'est le premier mot qui est important et le deuxième mot apporte un spécificateur, c'est-à-dire une précision. Voilà. Et nul besoin d'apprendre cela par cœur à l'école, on l'apprend par l'exemple, en pratiquant notre langue. Lorsqu'on regarde les définitions qui sont proposées par les enfants TSA, c'est-à-dire qui relèvent du trouble du spectre autistique d'une part, et ceux qui relèvent du trouble développemental du langage d'autre part, là on avait une cohorte de 30 et de 40 enfants, on observe que les enfants dysphasiques, lorsqu'ils se trompent essentiellement en inversant la règle. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui disent que la souris girafe, c'est une girafe qui peut passer par un petit trou de souris. C'est une girafe qui est toute petite. Voilà, donc c'est charmant, mais c'est une réponse récurrente qui montre qu'ils n'ont pas acquis cette règle de la grammaire que la plupart des autres enfants apprennent tout seuls. Alors que les enfants qui relèvent du spectre autistique ne donnent jamais cette réponse. La réponse qu'ils donnent est plus souvent, c'est une souris à côté d'une girafe. C'est-à-dire que pour eux, le problème est ailleurs et je ne vais pas creuser, ce serait hors sujet. Mais le problème est d'articuler différemment deux mots qui ont chacun déjà une signification. Ils ont du mal à mobiliser suffisamment de flexibilité pour créer un nouveau concept. Les enfants TDL n'ont pas ce problème-là. Ils peuvent imaginer le sens d'un mot nouveau. Voilà. Donc c'était le premier message que je voulais vous donner. Je ne vais pas rentrer dans les détails du reste de l'expérience parce que je voudrais vous parler d'un ensemble de dispositifs que nous mettons en place actuellement au CRNL, mais j'avais commencé cette recherche dans mon précédent laboratoire dynamique du langage. Ce sont des dispositifs basés sur la musique et plus particulièrement son rythme pour essayer d'aider les enfants dyslexiques, mais aussi les enfants dysphasiques. Et puis, pourquoi le cacher, des enfants sourds implantés cochléaires et des enfants qui bégayent. Mais les enfants dysphasiques sont particulièrement réceptifs à ces aides musicales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux travaux menés partout dans le monde montrent que les enfants dysphasiques, comme les enfants dyslexiques d'ailleurs, ont des difficultés à suivre le rythme d'une musique. Ils ont des difficultés à taper en rythme avec un métronome ou avec une chanson. Ça, c'est un fait bien établi. Pour suivre un rythme en tapant dans les mains, que faut-il? Eh bien, il faut que les rythmes qui sont dans notre cerveau et qui permettent au cerveau de produire des potentiels d'action, ces rythmes-là doivent s'ajuster, se synchroniser avec le rythme de la musique pour permettre à quiconque de taper en rythme avec la musique. Donc, quand on arrive à avoir ne serait-ce qu'un mouvement synchronisé avec la musique, ça veut dire que notre cerveau s'est synchronisé au rythme de la musique. C'est ce qu'on appelle une synchronisation des oscillations cérébrales au rythme musical. Et c'est relativement facile pour la plupart d'entre nous, mais très compliqué pour les enfants dysphasiques. Et de ce fait, ça devient encore plus compliqué pour eux lorsqu'ils doivent se synchroniser à un signal qui n'est pas parfaitement régulier. C'est le cas de la parole. La parole a un rythme, vous connaissez cette prosodie, ce rythme que vous entendez dans la voix que je vous propose et que je peux soigner, par exemple, ici.
Il n'est pas parfaitement régulier et c'est difficile pour les oscillations cérébrales de le suivre. Et pourtant, c'est nécessaire de synchroniser notre cerveau, notre activité cérébrale au rythme de la parole pour pouvoir découper le signal de la parole en unités qui sont les consonnes et les voyelles que l'on entend à l'oral, les syllabes, mais aussi les groupes de mots. Un enfant dysphasique est en fait un enfant qui n'arrive pas à découper les phrases en groupes de mots et qui n'arrive de ce fait pas à construire les règles de grammaire que les autres apprennent de manière tout à fait rapide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, pour aider ces enfants, on a 3 stratégies. On peut essayer de stimuler les oscillations cérébrales de manière transitoire, juste quelques secondes, pour demander ensuite à l'enfant de faire une tâche verbale de manière à ce qu'il la réussisse. On peut aussi essayer d'exercer ses compétences rythmiques pour, à moyen terme, aider ces enfants à disposer d'un outil intellectuel qui va bien les aider pour traiter la parole. Mais on peut aussi, c'est mon 3e point, leur faire découvrir ce qu'est le rythme au moyen de l'apprentissage de la musique. On fait ces 3 choses au laboratoire de manière aussi scientifique que possible. Je vais vous expliquer comment on peut stimuler de manière très ponctuelle mais efficace des enfants en leur faisant écouter une séquence musicale de 30 secondes qui a un rythme très régulier, avec des percussions par exemple. On fait entendre cette séquence musicale, elle s'arrête, et puis ensuite on demande aux enfants d'être attentifs à une série de phrases qu'ils entendent dans un casque, et ils doivent décider pour chaque phrase si cette phrase est correcte pour la grammaire ou incorrecte pour la grammaire. On demande de faire ce jugement grammatical parce que c'est là-dessus qu'ils sont le plus en difficulté. Et on compare cette situation à une autre situation où on leur fait entendre une musique qui n'a pas de rythme régulier et où ils entendent ensuite des phrases pour lesquelles ils doivent décider si la grammaire est correcte ou pas. On a montré que les enfants dysphasiques sont extrêmement réceptifs à cela, encore plus que les enfants dyslexiques. Et vous voyez ici un résultat qui montre qu'ils réussissent beaucoup mieux cette tâche après avoir entendu la musique régulière que la musique irrégulière. Et ils réussissent aussi mieux après la musique régulière qu'après avoir entendu des bruits de l'environnement. Il s'agit donc bien d'un bénéfice apporté par l'écoute très transitoire d'une courte séquence musicale. Tout cela nous a amené à vérifier si on pouvait aider ces enfants aussi sur d'autres plans. Il se trouve que oui, l'écoute d'une musique régulière améliore aussi la capacité à lire des mots, en particulier lorsqu'ils comportent plusieurs syllabes. On peut donc aider aussi la lecture. Cela nous a amené aussi à montrer que cette stimulation par une musique régulière améliore la répétition de phrases complexes. Les enfants à qui on demande de répéter des phrases, une phrase qui a une structure grammaticale complexe, les enfants dysphasiques qui doivent faire ça sont vraiment en très grande difficulté. Le test de répétition de phrases complexes est un des éléments les plus importants du diagnostic pour cette pathologie. Et il se trouve que cette répétition de phrases complexes, eh bien, elle est mieux réussie par les enfants dysphasiques après avoir écouté ce type de musique. Alors en pratique, avec les orthophonistes, on fait des actions concrètes qui consistent à les inciter à intercaler des musiques de ce type pendant 30 secondes entre les exercices de grammaire qui sont proposés dans les séances classiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'expérience qui évalue tout ça objectivement en montrant que ça va mieux marcher que si on présente les exercices de grammaire intercalés avec des bruits de l'environnement, mais je vais faire la liste des progrès qui sont observés à la suite de cette prise en charge par des exercices de grammaire lorsqu'ils sont intercalés avec une musique très régulière. Il y a des progrès en compréhension de phrases, en répétition de mots, en lecture de textes, donc même, vous voyez qu'il y a un transfert ici au traitement de l'écrit, et surtout une amélioration en maintien de la concentration, dont on a parlé à plusieurs reprises déjà dans cette soirée. Alors, sur la base de tout ça, on propose 2 choses, mais je voulais surtout proposer ce point ici, qui est une étude que l'on réalise depuis 2 ans, qui implique les parents. Cette étude, elle consiste à donner aux parents des exercices sur une clé USB. Ce sont des petites vidéos audiovisuelles, chacune dure 6 minutes et permet à un parent de faire des jeux avec son enfant
devant l'ordinateur avec la musique. Il est avec l'enfant. L'enfant n'est pas seul devant l'ordinateur. Et il y a des petites musiques, des petits personnages qui dansent, des choses comme ça. Et l'enfant est amené à se synchroniser en restant stoïque ou bien en bougeant, et on l'incite à bouger. Et on compare les deux conditions. Alors il se trouve que même en laissant l'enfant statique devant ce type de jeu, on obtient des progrès à la suite d'une prise en charge très courte, puisqu'elle dure seulement 3 semaines, à raison de 3 jours par semaine, avec 6 minutes par jour. Ces exercices permettent aux enfants, en particulier lorsqu'on leur demande de bouger avec la musique, de s'améliorer en répétition de phrases complexes et en répétition de pseudomots. Il me semble que ce type d'exercice qui associe les parents à la démarche de prise en soin est un des axes de réflexion qui nous rapproche de la Maison des 10. On pourrait beaucoup plus développer, en expliquant aux parents comment faire, développer ce type d'aide, ces dispositifs dont on est convaincu aujourd'hui de l'efficacité, mais qui pourraient être encore plus utiles s'ils étaient bien repris régulièrement à la maison avec les parents. Alors je vais m'arrêter là-dessus parce que mon temps est dépassé, mais sachez aussi qu'on réalise aussi des ateliers d'éveil musical. J'ai fait ça pendant 2 ans avec des enfants dyslexiques et dysphasiques, et on obtient des résultats vraiment extrêmement encourageants à travers une activité qui est ludique pour les enfants, et comme elle est conduite sans aucun langage, cette activité ne les met pas du tout en difficulté. Voilà, je vous remercie de votre attention.